Le CAC 40 donc, qui est autour aujourd'hui des 5300 points. Et on se dit qu'on aimerait bien qu'il remonte un petit peu. Et pour cela, il y a 3 ingrédients qui sont nécessaires pour que ça rebondisse, selon l'ami Eric Lewin. Bonjour Eric. Ça va David? Ça va. Il a quitté Roland-Garros quelques instants pour être avec nous en direct sur Boursorama. Bon, sérieusement, vous avez planché. J'ai dit voilà, en gros, on se dit bon, on va être ballotté par la guerre commerciale. Et in fine, c'est un des ingrédients majeurs sur lequel on n'a pas la main. Ingrédient nécessaire pour que ça remonte. Il faut que ça se calme là-dessus. Alors attendez. Avant de parler des 2 autres sujets qui sont peut-être moins importants, c'est évident que la guerre commerciale on n'a pas de prise là-dessus. Nous joue des tours dans la mesure où on se rend compte par exemple qu'en Chine, on commence à faire des calculs sur les entreprises américaines et par exemple Intel c'est 26% de son chiffre d'affaires en Chine, Apple c'est 22%, Qualcomm c'est 67%. Donc on commence à se rendre compte que même si Apple c'est 22 22%. J'avais lu 10. 22%. Donc on se rend bien compte que si Trump continue vraiment ce bras de fer, ça peut devenir très dommageable pour l'économie américaine. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de statistiques qui sont sorties la semaine dernière, pas très bonnes. Commande de biens durables, revente de logements. On sent vraiment un attentisme, même aux États-Unis. Et certains se disent que le PIB américain sur le deuxième trimestre devrait être entre 1 et 1,5. Pour mémoire, on a eu 3,2% sur la première estimation. Et sur le 3,2%, encore une fois, si on regarde la demande intérieure américaine, la demande intérieure a du problème. Et le problème, c'est que la consommation des ménages, c'est plus de 60% du PIB américain. Donc on se rend compte que ça ralentit du côté de la consommation. Et on se rend compte que Trump commence un petit peu à jouer son va-tout. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les choses s'éternisent dans la mesure où ça pourrait vraiment commencer à handicaper. Vous avez vu qu'il y a eu des discours du côté de Caterpillar, 3M, c'est des grosses boîtes industrielles, des discours un peu modérés disant attention, il faut vraiment que ça s'arrête parce que ça commence à plomber le consommateur. Et puis il y a un autre problème, c'est que pour l'instant, toutes les importations chinoises ne sont pas taxées, il y en a quasiment la moitié à 25%. Ouais. Maintenant, l'autre moitié, ce sont quand même des produits de consommation. Ce qui veut dire que le consommateur américain n'a pas moyen de substituer ces produits de consommation. Et donc, il va payer des droits de douane, il va les payer plus cher. Et donc, il y aura une perte de pouvoir d'achat. Alors, il y a des études qui sortent, on dit que sur la classe moyenne, ça pourrait handicaper de $850 par an. Ouais. Bon, il faut regarder Chiffre ça. De la Fed. Il faut regarder ça avec circonspection quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment la guerre commerciale pour l'instant qui donne le là, puisque vous avez vu que la semaine dernière, David, puisque vous êtes un observateur plus qu'aiguisé, il y a eu les comptes rendus des minutes de la Fed et de la BCE, et il n'y a eu aucun impact sur l'économie. Et comme en ce moment, en plus, il n'y a rien du côté des entreprises, parce qu'on n'est pas du tout en période de publication, eh bien on a le nez rivé, l'œil autour des tweets de M. Trump. Mais avec l'embrouillard, encore une fois, impossible de savoir quand et s'il y aura un accord. Alors, ce qu'on peut se dire déjà, c'est qu'il y a un G20 à Osaka fin juin, donc il pourrait y avoir des négociations, Donc d'ici là, on va être rythmé entre les restrictions ou les menaces. Les petites déclarations des Chinois, vous avez vu l'histoire des terres rares la semaine dernière, où il pourrait y avoir une espèce d'embargo sur les terres rares. On sait comment ça s'est passé dans le passé. Déjà, il y a eu 6. Oui, il y avait l'OMC, la Chine avait été condamnée. Vous avez fait exprès de me tester là-dessus. Non, pas du tout, non. En 2012. Quelle idée saugrenue. Entre nous. En 2012, ils avaient été condamnés à l'OMC. Alors, les terres rares sont des métaux qui entrent dans la fabrication de beaucoup d'industries. Alors, on en trouve en Chine pour beaucoup et on en trouve aussi en Australie. Donc, il y a quand même la substitution. S'il n'y a pas la Chine, c'est l'Australie, mais l'Australie, c'est très loin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un jeu dangereux. Et on ajoute aussi le fait, mais ça, j'y crois pas, c'est que la Chine est quand même le premier détenteur de bons du Trésor américain. Je crois que c'est 1200 milliards de dollars. Alors, ils n'ont pas intérêt à vendre les bons du Trésor, sinon ça pourrait faire un crack obligataire. Mais on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Ouais. Rien ne dit qu'il y aura un accord, encore une fois, fin juin, entre Américains et Chinois. Je veux dire, le marché semble tabler sur... En fait, le marché tape sur rien. En fait, personne ne sait rien parce que ça dépend tellement de Trump. Si vous êtes quelqu'un de logique, vous vous dites il est obligé qu'il y ait un accord parce que ça fait trop de dégâts sur l'économie américaine. Si vous êtes dans l'illogisme à la Trump, excusez-moi cette expression, tout peut se passer. Il peut jouer le bras de fer jusqu'au bout, avec quand même le risque. On a bientôt les primaires démocrates 2020, les élections, etc. Est-ce qu'il a besoin ou pas pour sa réélection, le président américain, d'avoir un accord ? Est-ce que ce n'est pas lui, au final, qui est plus sous pression avec ce calendrier électoral il a besoin surtout que le petit électeur du Michigan, de l'Iowa, ne se dise pas, tiens, à cause de Trump, j'ai perdu du pouvoir d'achat. Donc, il joue un jeu un peu dangereux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il bombe le torse pour dire America's First, etc. Mais d'un autre côté, il faut protéger le consommateur. Donc, c'est un jeu qui est assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut trouver un accord. Mais moi, mon sentiment, c'est qu'on finira par trouver un accord et Trump fera à sa sauce l'accord. Mais à quel horizon, encore une fois? Parce que l'horizon de temps est important. Le timing est important. A priori, il peut y avoir quelque chose au G20. Mais je veux dire, même si c'est un accord à minima, Trump va bomber le torse en disant, écoutez, grâce à moi, etc., regardez, etc. Donc, c'est plutôt une moche. Alors, derrière l'accord, il y a quand même des bonnes nouvelles.
d'abord, les flux sont revenus un petit peu sur les marchés actions. C'est-à-dire que la semaine dernière, il y avait eu 10 semaines de baisse consécutive. On a eu 900 millions de dollars de recollecte sur les actions. Alors vous allez me dire, oui, vous êtes bien gentil, on est à 132 milliards de décollecte depuis le début de l'année. Mais ça fait du bien et il y a certains investisseurs qui commencent à se dire, bon, bah, la consolidation a peut-être assez duré, allons-y. Et puis, le troisième élément sur lequel je veux vraiment insister, mon cher David, c'est le retour des fusions. Il va vite là, juste, on clôt juste la séquence sur la guerre commerciale. J'allais remettre mes lunettes pour lire mes chiffres. Oui, non, mais sur la guerre commerciale, c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, tant que l'économie américaine ne donne pas de signaux de faiblesse, des signes de faiblesse, ou que Wall Street ne tousse pas, ne s'enrhume pas, il peut continuer, le président américain, à faire monter la pression. Bah, il peut continuer, oui, bien sûr, parce que pour l'instant, quand on voit même Wall Street, bon, attendez, en réalité, on perd entre 4 et 5% par rapport au plus haut. Enfin, il n'y a rien de dramatique. À Paris aussi, on a fait 5 600 au plus haut. Mais si jamais c'est sa boussole première, consommation américaine et Wall Street, pour l'instant, il peut continuer à faire mal. Hein. Pour l'instant, il a tout bon, sauf si les chiffres américains, vraiment, au deuxième trimestre, sont plus mauvais que prévu, et sauf si, et ça, je vais insister là-dessus parce que j'ai oublié d'en parler, les résultats des entreprises américaines. Alors, les résultats des entreprises américaines, on a eu moins 0,4% au premier trimestre, environ, alors qu'on prévoyait moins 4. Sur le T2, on devrait avoir moins 2. Sur le T3, plus 0,3. Et sur le T4, plus 7,4%. On parle des résultats des entreprises, bénéfices par action du S&P 500. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il est avéré que le premier semestre va être extrêmement difficile pour les entreprises américaines parce qu'on avait un S1 l'année dernière assez bon. Donc, en effet de base, c'est normal qu'il y ait une baisse. Maintenant, on a des hypothèses minimalistes. C'est-à-dire qu'on est quand même encore sur une baisse des résultats sur le deuxième trimestre. Donc, pour l'instant, on price un petit peu une situation difficile pour les entreprises américaines. Ce qui veut dire qu'au moindre accord, à la moindre bonne nouvelle, on va changer les hypothèses de prévision des bénéfices et on va se transformer, le moins 2 va être peut-être en plus 2. Ouais. Donc ça, c'est un phénomène qui est important pour les boîtes américaines. Au premier trimestre, c'était la même chose. Hein. C'était la cata en début de premier trimestre, on prévoyait moins 4. Et selon les estimations, on a entre 0 et plus 1. Alors ça dépend, certains agrègent le S&P 500, d'autres non, d'autres mettent d'autres valeurs. Mais on est entre 0 et plus 1. Donc on a fait mieux que prévu. Pour l'instant, comme on price un petit peu… Et ça, c'est un ingrédient important. C'est peut-être le deuxième ingrédient. Il faut qu'il y ait des bonnes surprises du côté des résultats d'entreprise. Mais comme on est assez bas, il est probable qu'on ait des bonnes surprises. C'est-à-dire qu'on a pricé vraiment, je n'ai pas envie de dire le pire parce qu'on n'est pas à moins 10, mais on a pricé un premier semestre très, très compliqué. C'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, d'autant plus que si on a la guerre commerciale qui se termine, vous aurez dans le discours des boîtes américaines le fait que ça repart, les commandes repartent, etc. etc. Ouais. Donc deux ingrédients forts évidemment, guerre commerciale et micro, en fait macro-micro. Voilà, profit plus important, enfin que au-delà des anticipations. Sauf que mon cher David… C'est quand les prochains d'ailleurs? Ça va démarrer quand la prochaine saison? C'est plutôt sur juillet. Ouais, bah oui, juillet. Oui, parce que juin, la fin du… Non mais c'est-à-dire qu'en fait, pendant un mois, qu'est-ce qui va se passer là? Guerre commerciale. Parce que guerre commerciale, ouais, non, il ne se passera rien jusqu'au G20. G20. Il y a un mois où on peut se réveiller un matin à 4 970 en ayant perdu 8% parce que Trump a fait n'importe quoi, ou au contraire gagner 6% parce que Trump a décidé qu'il fallait en arrêter là. Donc le problème, il est là, c'est que c'est très difficile en termes d'allocation d'actifs en ce moment, parce qu'a priori, il ne faut pas acheter d'automobile, il ne faut pas acheter du luxe, mais à la moindre bonne nouvelle, toutes ces valeurs qui ont été assez vendues peuvent repartir très fortement à la hausse. Alors, dernier ingrédient, et on le voit parce qu'on est en plein pile poil dans l'actu, c'est les fusions-acquisitions, le retour de mariage, de trucs qui font rêver. Et là, on est dedans. Renault, on voit la réaction sur Renault. Je rechausse mes lunettes. Occidental, qui rachète Anadarko, on est dans le pétrole de schiste aux États-Unis, 57 milliards de dollars. Natura, qui rachète Avon aux États-Unis, 2 milliards de dollars, on est dans les cosmétiques. C'est une information de ce matin. Global Payments, on est dans les services de paiement aux États-Unis, qui rachète Total System Service pour 21 milliards de dollars. Et donc, cette fameuse affaire Fiat, Renault, qui est plutôt une bonne nouvelle. Hier, on a vu que Fiat a fini à plus 8 en clôture, Renault à plus 12. Donc, on a le sentiment quand même qu'avec des taux d'intérêt quasiment à zéro, eh bien, il pourrait y avoir pas mal encore d'opérations financières cette année, et c'est le détonateur. Essentiellement aux États-Unis. Oh, pardon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Renault, Fiat, le reste des opérations, c'est aux États-Unis. Hein. Oui, c'est aux États-Unis. Mais en Europe, les flux ne sont toujours pas revenus sur l'Europe. Hein, parce que quand je vous parlais des 900 millions qui sont revenus sur les actions la semaine dernière, c'est surtout aux États-Unis parce qu'on est encore en décollecte en Europe. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est possible, il est voire probable qu'il y ait d'autres opérations financières qui arrivent. Et c'est vraiment un phénomène qui est intéressant et qui permet de se dire que si les opérations de fusion-acquisition continuent, c'est un bon coussin de sécurité pour les marchés. C'est un moteur. C'est un moteur. C'est un coussin qu'un moteur. Et puis les taux d'intérêt, si vous voulez, sont tellement bas qu'on peut faire des super opérations. À la limite, il est plus intéressant de lever de l'argent sur le marché obligataire que faire une levée de fonds, une augmentation de capital en ce moment. Donc il y a beaucoup de cash, ça devrait continuer. Et puis on a quand même des secteurs qui sont très atomisés. Regardez, on parle de la voiture avec Renault et Fiat, mais
dans le secteur des équipementiers automobiles à Paris, vous avez énormément de boîtes. Vous avez du Plastic Omnium, vous avez du Valeo, du Forestia, du Delfingen, du Lebellier, du Aquel. Enfin, il y a pléthore de sociétés. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'opérations. Ça va faire du bien à la cote. Ça marche très bien déjà dans le private equity où les valorisations sont stratosphériques. Ouais. Ça devrait revenir sur le marché des actions. On se dit que ces 3 ingrédients, on finit là-dessus, Eric, pour que les marchés actions remontent, ils doivent se produire simultanément On en a 2 déjà. Alors les liquidités, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un léger mieux. Sur les fusions-acquisitions, là, ça repart fortement. Maintenant, il y a la guerre commerciale. Si on devait accorder un coefficient, pour les marchés, c'est 10, 10 et 80. C'est vraiment cette guerre commerciale qui pollue l'esprit et qui fait qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Puisque rappelons quand même qu'en décembre de l'année dernière, on prévoyait des hausses de taux aux États-Unis et que maintenant, avec la guerre commerciale, on parle de baisse des taux aux États-Unis. Donc moi, j'ai rarement vu dans l'histoire, moi ça fait plus de 35 ans que je suis à la bourse, aussi rapide, un changement de paradigme, comme disent les spécialistes, aussi important. Donc c'est vrai qu'en 5 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Il peut encore se passer des choses. Il faut faire très attention et surtout en ce moment, il faut être très flexible. C'est-à-dire que je pense que, petit conseil, si on fait des plus-values de 8-10% sur une valeur, il ne faut pas hésiter à sortir en ce moment parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un marché de porte de saloon. À supposer, on finit là-dessus, qu'il y ait un accord à la fin juin entre les 2 grands à Osaka dans le cadre du G20. On se prend quoi, 5-7% ? Non, on peut revenir à 5006. Ce ne serait pas illogique de revenir à 5006 parce que quand vous regardez les boîtes françaises, par exemple, ça vaut quoi, 14-15 fois les bénéfices. C'est pas complètement délirant. Il y a eu quand même une bonne séquence de résultats. La France, on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas eu beaucoup de déceptions et ça va plutôt bien. Donc, comme vous êtes en plus sur le CAC 40 dans un marché qui est dominé par le luxe, qui fait 20% quasiment de la pondération du CAC 40. Accord, ça veut dire que Chine va mieux. Et Chine va mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kering, Hermès et LVMH montent, donc 20% du CAC. Et pour peu qu'en plus les banques ça aille un petit peu mieux, eh vous avez tout un pan du CAC 40 qui remonte. Ça, c'est la vision optimiste. Maintenant, il y a la vision pessimiste, pas d'accord. Et là, à mon avis, on pourrait... On parle de pas d'accord quoi fin juin? Non, j'ai compris ça, mais pas d'accord. Fin juin, pas d'accord du tout. Pas du tout dans... C'est très difficile. Mais disons que si ça continue à traîner, et si on n'a pas parlé d'un sujet important, et si ça continue aussi à empirer sur l'histoire de l'Italie, où quand même Salvini a envie de tenter le bras de fer avec la Commission européenne, on peut se retrouver sous les 5000 points sur le CAC 40. Parce que l'Italie, il faut en parler, il y a quand même un problème, les taux longs se tendent en Italie, on était à 2,56 avant les élections, on est à 2,72 sur le 10 ans, on a un Salvini qui a fait 33% aux élections européennes, qui bombe le torse en disant le déficit budgétaire, le dette, voilà, etc. 3%, je m'en fous. Je m'en fous, la dette, je m'en fous. Il ne faudrait pas que ça continue. Alors, il y a une amende, il paraît qu'il va y avoir une amende de Bruxelles de 3 milliards, il dit que non, etc. Bref. Une amende, non, mais une procédure. Oui, mais une procédure. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un bras de fer entre les deux, parce que là, si ça continue, on peut avoir une nouvelle crise de la dette italienne, et c'est quand même le 3e pays de la zone euro, même s'ils ont des problèmes de croissance, de productivité, on pourrait en parler des heures. Attention, donc c'est vrai que s'il y a un accord, on peut aller vers 5006, mais attention, parce qu'il y a pour l'instant des forces qui sont un petit peu quand même négatives sur les marchés. Allez, merci donc pour ce tour d'horizon signé Eric Lewin. Et bonne journée. Et puis allez, Roland Garros. Non, il pleut aujourd'hui. Ne commencez pas.